Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je suis aussi heureux d'être venu parler après une poète, une poétesse, une grande poétesse que j'apprécie beaucoup et dont les goûts sont à peu près les miens en ce qui concerne le domaine du soufisme et de la poésie. Difficile de parler après elle parce qu'elle a un français impeccable. C'est une grande poétesse, mais je vais essayer de passer de son domaine à elle, parler un petit peu d'une expérience de la vie, une expérience d'une personne, donc qui semble être, d'après un certain nombre de jugements, qu'il a eu la chance d'avoir un parcours réussi. Alors, d'abord né dans une famille modeste, très modeste. J'ai fait mes premières études à l'école coranique, 2-3 ans, puis après l'école primaire. Et à partir des résultats de l'école primaire déjà, on voyait qu'il y avait certaines aptitudes, certaines réussites sur le plan des résultats. Ce qui m'a permis de faire une scolarité au niveau du secondaire à Marrakech, au lycée Mohamed V et Ibn Abbad, une scolarité sans faute. Sauf à la dernière année. Sciences mathématiques, dernière année que je n'ai jamais faite. Donc, parce que, tout simplement, en avant-dernière année de bac, autrement dit la 5e année à l'époque, on nous a fait voyager en France. Un petit groupe de 21 étudiants, 21 élèves de tout le Maroc, et 21 élèves filles de tout le Maroc. Nous avons fait donc un voyage à travers la France. Et revenu, on s'est senti donc fiers de nous-mêmes et qu'il nous fallait autre chose que de suivre une classe normale. Il fallait autre chose. Or, moi, j'avais demandé à notre proviseur de l'époque d'avoir un poste de maître d'internat, parce que ça permet donc de se nourrir gratuitement, d'être logé dans de bonnes conditions, mieux qu'à la maison. Et puis, les maisons, vous savez comment on était dans les maisons, dans le temps. C'est plusieurs enfants, dans pratiquement 2 ou 3 enfants par chambre, vous savez ce que c'était, la Médina et tout ça. Donc, or, il se trouve que le maître d'internat, le secrétaire général d'internat à l'époque, était un Algérien, un Algéro-français, qui ne me sentait pas, avec lequel je ne m'entendais pas. Donc il avait refusé à ce que je sois maître d'internat. Donc j'avais demandé au proviseur de l'époque, qui était un Français, s'il pouvait me donner le poste de répétiteur. Donc j'étais répétiteur et je n'ai pas fait la 6e année, l'année terminale. J'y suis resté quelque temps. Et je suis arrivé à passer le bac quand même, et avec des résultats pas très très forts. Mais je me suis rattrapé très vite au niveau de l'université. Très très vite, je fais une scolarité donc universitaire normale, mais pas tout à fait normale, puisque en parallèle avec la licence des sciences de l'école normale supérieure à l'époque de Rabat, très jeune école, enseignant la chimie en arabe, hein, c'est un courage exceptionnel, et donc l'année d'après, on m'a donné une bourse de l'UNESCO, tout en étant assistant à l'école normale et à la faculté des sciences. Alors cette bourse était supérieure à mon salaire d'assistant, 2 fois plus grande. Donc j'étais à Paris, avec une grande bourse, un salaire d'assistant, j'étais comme un roi en France, vivant en France. Mais c'était pour quoi faire? C'était pour aller faire la pédagogie à Saint-Cloud, à l'école normale Saint-Cloud. Les gens qui connaissent la pédagogie, qui connaissent les écoles normales de Paris, ils savent ce que c'est. Donc, mais je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi, je suis un scientifique. La pédagogie, c'est bien, mais il ne faut pas faire uniquement la pédagogie. Donc, je me suis inscrit dans un doctorat. Ayant moi-même, à l'époque, avant de venir en France, fait un DES très rapidement de chimie physique, spectroscopie vibrationnelle. Pour ceux qui connaissent la chimie, c'est l'ultraviolet, donc le rayonnement, donc l'analyse des rayonnements par ultraviolet. Je me suis inscrit dans un doctorat à Paris, donc à Jussieu, tout en faisant ma thèse à l'École centrale. La bourse était de 2 années. Après 2 années, il fallait rentrer à Rabat.
le directeur m'a envoyé une lettre en me disant il faut absolument rentrer. Or, je ne pouvais pas rentrer, j'avais commencé une thèse déjà qui était bien lancée. Donc je me suis dit, j'avais décidé d'arrêter tout le contrat avec le Maroc, avec l'école normale, et rester en France pour étudier. Et j'ai commencé à enseigner dans un lycée, hein, pour les lycées privés qui savent ce que c'est. J'ai commencé à enseigner dans un lycée, bien payé, ça me suffisait pour vivre en France. Or, il se trouve que le directeur de l'école normale, et là je lui rends quand même hommage, c'est M. Guissous de l'époque, un grand chimiste, un grand thermodynamicien, grand théoricien d'ailleurs, actuellement il est dans le privé, je ne sais pas ce qu'il devient exactement, il est venu me voir, donc apparaît en me disant il faut absolument que vous rentriez, parce que si vous ne rentrez pas, vous allez être rayé du contrôle de la fonction publique, vous ne travaillerez jamais au Maroc. Alors je lui dis, pourquoi vous voulez que je rentre? Il me dit, tout simplement, parce que nous sommes en train de faire le micro-teaching, hein, ceux qui savent le micro-teaching, la pédagogie, qu'on avait introduit à l'époque au Maroc, avec les Canadiens, avant les Français, avant l'école normale Saint-Cloud, il n'y avait pas de micro-teaching à l'époque. C'est des petites classes typiques où on apprend à enseigner et on est noté par ses collègues et on se voit soi-même et on s'autocritique. Donc finalement, il est venu me voir, c'est un homme, un grand monsieur, pour m'expliquer que si jamais je ne rentre pas, je vais tout perdre, je ne pourrai jamais travailler au Maroc. Alors, avec la fonction publique, évidemment. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez exactement que je fasse? Il me dit, vous rentrez, nous avons un programme à faire pour le micro-teaching, vous le faites et vous repartez. Je me dis, il faut combien de temps? Il me dit, oh, 1 an. Je dis, 1 an, c'est trop, je ne peux pas arrêter la thèse pendant 1 an, c'est pas possible, ils ne vont pas accepter. Surtout dans une école aussi prestigieuse que Centrale, ils ne peuvent pas vous permettre de vous absenter pendant 1 an pour la recherche. Et la recherche évolue très vite, surtout qu'on travaillait sur un appareil nouveau. Le Raman, pour ceux qui savent ce que c'est que la chimie, le Raman était une découverte nouvelle, qui travaillait avec le laser, il fallait absolument rester sur place. Donc moi je lui ai dit, écoutez, si je vous fais le travail très rapidement, est-ce que vous me laissez revenir en France? Il me dit, pas de problème. Je suis revenu, le travail d'1 an, je l'ai fait en 2 mois, j'ai fait le rapport, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et je suis revenu en France. Donc une rupture, première rupture c'était le bac, j'ai failli ne pas faire de bac. Deuxième rupture, c'est au moment où j'étais en train de faire ma thèse d'État. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi je dis tout ça? Parce que tout simplement, comme a dit le monsieur tout à l'heure, le restaurateur, c'est l'espoir, il faut garder l'espoir. Garder l'espoir, il faut savoir affronter les difficultés. Et vous savez, actuellement, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez vu les films. Ceux qui n'ont pas encore vu le film, voyez-le. Moi, j'y crois. Il y a une force, une puissance. Si vous croyez en quelque chose, vous pouvez y arriver. Avec le défi, avec l'effort, avec une certaine solidité, une certaine fermeté, vous pouvez y arriver. C'est les jeunes, je vous le conseille, toujours le défi, affrontez le défi, ayez une grande volonté, vous y arriverez. Alors après, c'est parti très vite. À partir donc, j'ai enseigné quelques années, ça a été déjà dit, dans plusieurs établissements à Rabat, parce qu'il n'y avait pas de professeur de sciences. Puis après, un jour, il y a le ministre qui est passé. J'enseignais dans les annexes de Rabat, toujours en blouse blanche et tout ça, bien habillé, bien stické et tout ça, avec la cravate et tout ça, même avec une petite barbiche. Mais alors le ministre est passé, il a écouté quelque temps comme ça pour voir, et puis il leur dit, envoyez-moi ce jeune. Alors j'ai été voir le ministre, il me dit, on va vous envoyer à Marrakech. J'ai dit, pourquoi faire? Il n'y a pas de faculté à Marrakech. Il me dit, justement, elle est en construction. Et vous allez vous en occuper. Je lui dis, monsieur le ministre, moi je ne connais rien à l'administration. Je ne peux pas y aller. Il me dit, non, vous allez apprendre. Et c'est comme ça que je suis venu. Pendant que la faculté des sciences était en chantier, je venais de rentrer de France 4 ans seulement. Et puis là, j'ai suivi le chantier. Et là, j'ai appris que, en fait, être leader peut aussi s'apprendre. Réussir dans le leadership peut aussi s'apprendre. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de la pédagogie, c'est très important, ça vous apprend des choses. Ça vous apprend d'abord à communiquer avec l'autre. Ça vous apprend à écouter. Ça vous apprend à vous concerter. Ça vous apprend à vivre en groupe. C'est ce que disait tout à l'heure. Donc, monsieur, tout à l'heure, pour la gestion des restaurateurs, on ne peut jamais gérer seul. Il faut toujours gérer avec l'autre. C'est ce qu'on appelle la gestion ou le leadership démocratique, au collégial. Et ça, vous l'apprenez avec la pédagogie. Quand vous faites de la pédagogie, si vous l'avez bien faite,
si vous l'avez bien comprise, eh bien vous savez dialoguer avec l'autre, vous savez l'entendre, vous savez l'écouter et vous savez communiquer avec lui, échanger avec lui. Et c'est ça ce qui m'a permis, peut-être, d'avoir réussi à être un bon doyen, c'est ce qu'on dit. En tout cas, j'y crois aussi, j'y crois aussi. Et puis après d'avoir été un bon recteur. Et tout cela m'a valu d'être ministre après, puisque c'était un gouvernement technocrate, et il fallait chercher des gens compétents dans leur domaine. Et au ministère, j'ai encore appris le leadership. Et le leadership, le bon leadership, c'est celui qui a certaines qualités. Comme j'ai d'abord la modestie. Deuxièmement, avoir de l'écoute, écouter, savoir écouter. Savoir communiquer avec l'autre. Savoir tirer de l'autre le maximum. Chacun de nous a des compétences, a des aptitudes. Mais il faut savoir les retirer, il faut savoir les tirer de lui et les faire exploiter chez lui. Et donc, je pense que c'est un parcours qui, selon beaucoup de gens, un parcours réussi. En tout cas, j'en suis très satisfait. Je suis très content aujourd'hui d'en parler avec les jeunes. Je voudrais dire tout simplement que très vite, j'ai présenté mon parcours. J'espère simplement qu'il pourra servir comme un prétexte ou un objet de réflexion pour permettre à ces jeunes générations de réussir leur vie professionnelle. Et je crois qu'ils peuvent tous le faire, particulièrement lorsqu'ils appartiennent à une école prestigieuse comme le NCG, où les éléments ont beaucoup d'aptitudes pour réussir et pour devenir des leaders. Merci.